Bonsoir, bienvenue ce soir. On est très nombreux ce soir, puisqu'on vient de démarrer une séance dans la salle 3 pour voir les années Super 8 qui viendront nous rejoindre à l'issue de la projection. Ils se mettront sur les chaises là. Donc, voilà, on voulait refuser personne, on en a refusé, mais voilà, on essayait de faire rentrer le maximum de monde et il y a d'autres spectateurs qui verront le film aussi à 21h30. Voilà. Quant au mois de juin, on a construit notre semaine autour des avant-premières de Cannes. On a tout de suite choisi Les Années Super 8, film qui était en sélection à la quinzaine de réalisateurs, parce que ce film m'avait énormément touché, enfin nous avait énormément touché, parce que vous allez voir, c'est un film qui fait écho à l'œuvre d'Annie Ernaux, œuvre qui est immense, que j'aime beaucoup, mais aussi parce que ça fait écho à nos vies personnelles, parce qu'on a été filmés avec notre mère, avec nos frères et sœurs, et que forcément, il y a quelque chose qu'on partage de façon très forte avec le film. Je ne vais pas être long, parce qu'on est nombreux ce soir. Je vais demander à Rémi Lenné de venir me rejoindre, qui est donc le président de la SCAM, qui est partenaire de la soirée. Rémi. Alors, avant d'être président de la SCAM, je suis réalisateur et je suis pour un grand mouvement de la SCAM. La SCAM, pour ceux qui l'ignorent, c'est une société d'auteurs, les musiciens ont la SACEM, et nous, auteurs du réel, nous avons la SCAM. Nous sommes donc 50 000 journalistes, documentaristes, gens de radio, vidéastes, écrivains, écrivaines, et parmi ces 50 000, il y a Annie Ernaux. Et je veux dire que je suis particulièrement fier ce soir de présider cette société. Et alors, il paraît, Annie, que j'ai qu'une minute 30, donc je ne peux pas vous faire une déclaration d'amour en 1 minute 30. Il y a un peu beaucoup de monde pour faire une déclaration d'amour. Mais je voulais juste vous dire que depuis des années, vos mots, vos livres m'accompagnent, nous accompagnent. Et j'entendais ce matin Alice Diop, qui peut-être sera une de vos successeurs, qui disait à la radio, je me suis donné une mission d'offrir au monde les récits manquants de l'histoire des femmes. Et je crois que depuis des années, vous nous offrez le récit manquant de l'histoire des femmes. On le lit et on va vous voir ce soir. Et je suis ravi et je vous dis merci à vous pour tout ce que vous faites depuis, tout ce que vous écrivez depuis des années et des années. Oui, c'est toujours difficile de commencer. Vous allez voir un film donc, qui a été réalisé à partir d'archives personnelles, des films que mon mari avait pris pendant de 1972 à 1981. Donc c'est très bien marqué dans le temps. Vous verrez très certainement la marque de cette époque, d'une manière, moins peut-être par les images que par le texte que j'ai écrit, qui suit donc cette période. Que dire d'autre? C'est un film à la fois intime, sans doute, mais aussi qui plonge dans l'histoire et qui dit la chose peut-être la plus importante, c'est que le temps passe et qu'on aime garder quelque chose de ce temps
qui a déjà disparu. Je ne sais plus trop quoi dire. C'est un peu difficile pour me passer à Adrien, même si c'est marrant. Je suis très impressionné. Je suis très heureux d'être ici, de vous voir tout cela. Je peux pas dire quoi, bon film, peut-être un film, et puis on se retrouve ensuite. Peut-être Elisabeth. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je voudrais adresser deux remerciements particuliers. Le premier, c'est à Elisabeth et à toute l'équipe de New Story qui nous accompagne au quotidien pour l'occasion de la sortie en salle de ce film qui sort le 14 décembre. Et puis, je voulais aussi en profiter pour remercier nos deux attachés de presse, Pablo et Tony, qui font un travail formidable. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis la distributrice du film. C'est évidemment un très très grand honneur de distribuer le film d'Annie Ernaux et David Arnaud-Brio. Aussi une grande satisfaction et puis vraiment beaucoup de plaisir. Alors, ça, je tenais à vous le dire, c'est un plaisir quotidien. Et à moi de remercier David Thion et Philippe Martin pour votre confiance. Voilà, c'est très très sincère et éprouvé là aussi quotidiennement. Merci beaucoup. Et moi aussi, je voulais remercier Tony Arnaud et Pablo pour leur accompagnement. En tout cas, j'espère parce qu'ils sont fantastiques. Et surtout toute l'équipe New Story qui est là ce soir, qui fait un travail formidable sur le film. Vraiment, merci beaucoup. Le film sort le 14 décembre en salle. Évidemment, parlez-en si vous l'aimez, c'est vraiment très important. Parlez-en d'ici là, ce serait super. Merci beaucoup. Donc on est très nombreux, on s'organise pour partager le maximum de cette soirée. Je vais poser 2-3 questions liminaires et puis après très vite je vous laisserai la parole. Il y a un micro HF qui est en bas et un micro HF au premier balcon. Je crois que les années commencent par toutes les images disparaîtront, c'est ça? Oui, pour les années, bien sûr, oui. Est-ce que les années supérieures, c'est un contrepoint ou à cette première phase des années? En un sens, bien sûr, puisque les images vont ressortir de l'endroit où ils étaient stockés depuis peut-être 30 ans. C'est ressorti très rarement et c'est une façon effectivement de dire autre chose que dans mon livre Les années. C'est d'offrir quelque chose qui est à la fois très intime et commun à beaucoup de gens qui ont filmé ainsi leurs enfants, les fêtes. Et puis en même temps, ce qui était très sensible pour moi, c'était de voir à quel point c'était quand même inscrit dans une époque. Et que c'est cela aussi que je souhaitais faire ressortir.
David, on peut peut-être s'asseoir, parce que je crois qu'on sera mieux. Donc, qui de vous deux a pris l'initiative d'exhumer ces archives familiales? David, il a tous vu qu'il y avait des matières filmiques dans ces archives. C'est David, c'est pas moi. Alors, exhumer, on les regardait de temps en temps, mais en faire un film et surtout les révéler à tout le monde, oui, c'est moi. Ou peut-être c'est mon fils qui a manifesté quand il avait 6 ans, je crois, ou 5 ans, le désir de voir son grand-père, le filmeur. Il se trouve que dans le film, on ne voit pas beaucoup de grand-père, quand même, mon père, puisqu'il tenait la caméra. Mais bon, on a organisé une séance et naturellement, ma mère a pris la parole pour décrire les images. Alors c'était une chronique familiale. Et quand même, je me suis dit qu'on voit sur l'image beaucoup de l'époque, qu'il y a les films, les voyages, des choses comme ça, qu'il y avait quand même des choses qui se rapportaient vraiment au contexte des années 70. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire comme ça. Et j'ai proposé d'abord à ma mère d'écrire un texte. C'est pas tout à fait. Enfin, je veux dire, au départ, j'ai mal compris. J'ai cru que. Et ça a pris 3 ans pour moi. J'avais l'impression que je demandais au fond parce que je connaissais bien les dates, les gens, c'était au fond, j'étais la mémoire de ces archives, qui me demandait au fond de les décrypter. C'était une sorte de décryptage que je voyais qu'il me demandait. Et à un moment, je ne sais plus quand, mais j'ai compris que c'était pas ça du tout qu'il voulait. Il voulait vraiment faire un vrai film qu'on puisse montrer. Voilà. Et ça a changé évidemment tout à fait ma position par rapport aux images. Et j'ai donné, naturellement, donc une instruction sur le texte. Et simplement, on a regardé les images ensemble, on a revu les films super vite, on a sorti le projecteur, on a sorti l'écran, on a fait une séance de visage comme ça. Et puis voilà. Et puis après, je suis parti. Et David, dans un entretien, vous dites très fort, vous dites que finalement l'émotion que vous avez eue à travailler sur ce film, c'est au montage. Vous avez été particulièrement ému au moment du montage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors quand on regarde les films super vite, du moins quand je regardais les films super vite, c'était des petits bouts, des petites séquences historiques, de notre mémoire familiale, de notre histoire familiale. Et c'est des scénettes un peu drôles où on se rappelle, tiens, voilà quelqu'un qui apparaît, ça fait, il est plus là, et puis là c'est, tu tombes comme toujours, regarde, là, tu es sur les pires fesses, voilà. Ouais. On commente, on s'amuse, etc. C'est assez joyeux. En plus, c'est des êtres que l'on ne connaît plus, mais qui sont toujours vivants, ils sont animés. Et donc, pas d'émotion particulière, je veux dire, j'ai pas de nostalgie de ce temps-là, donc pas d'émotion particulière en voyant ces films. Et puis, donc je suis parti avec le monteur, et puis on a fait une première passe, c'est-à-dire qu'on a monté une première fois le film avec la voix de ma mère. C'est-à-dire que ma mère avait écrit son texte, et puis le confinement est arrivé, le premier confinement, et elle a enregistré avec un petit zoom, un petit enregistreur numérique, son texte, tout seul dans le bureau. Et moi, je suis parti en salle de montage avec ce texte-là lu par ma mère et les images numériques. Et donc, on a, à partir du texte, on a monté sur les images, on a fait une continuité de façon à faire un film ainsi. Et quand on l'a vu la première fois, quand je dis nous, c'est moi et le monteur, j'ai été saisi d'une émotion vraiment très forte, mais vraiment. Et j'ai compris que ce qui se jouait là, c'était autre chose que des petites scènes familiales, et que c'était le temps qui apparaissait. Et que même si c'est pas moi qui... moi je grandis dans le film, mais ce que je voyais c'était le temps en action, le temps sur les êtres, les destins qui se jouent.
qui sont comptées avec des décisions. Et je crois que c'est quelque chose d'assez universel et qui émeut, parce qu'on est tous confrontés à cette question du temps, du vieillissement, de la disparition des êtres chers. Et j'étais dans le film par ça. C'est la matière. Combien d'heures de rush pour un film? Là, j'ai traité comme des rushs. Voilà. Donc 5 heures de rush et 1 heure de texte de ma mère. Donc il a fallu mettre de côté certains passages pour pouvoir en faire un film particulièrement quelque part. Il n'y a pas beaucoup de rush. Ce qui est aussi très surprenant, c'est le parti pris du filmeur, qui cadre bien. Enfin, je n'ai pas vu les 5 heures de rush, donc ce que vous avez retenu, je trouve que le parti pris du filmage est toujours très juste. Il y a 1/5 des images qui sont, au moins, on en est sûr, il y a au moins 1/5 des images qui sont vraiment avec un parti pris très marqué. Oui, il avait réfléchi sur le cadre. Il s'était documenté, il avait du reste un peu sur le film, comment cadrer, comment faire le moment. Et je pense que en 9 ans, il avait vraiment appris à bien filmer. Voilà, je vais vous laisser l'initiative de poser des questions. Vous êtes nombreux, vous êtes impressionnants. Madame, peut-être que on va vous appeler le micro. Si vous voulez parler près du micro, voilà. Merci et d'abord, merci infiniment d'être là. C'est très émouvant et c'est un grand plaisir. J'ai la curiosité parce que j'ai l'impression que le texte provient majoritairement uniquement de vous, Annie Ernaux, mais je me demandais, est-ce que la voix de vous, David, était présente dans le montage, ou est-ce qu'à un moment, il y a aussi une part de vous qui s'est mise dans la réalisation de ce film, et si oui, de quelle manière? Parce que là, je ne comprends pas la question. C'est-à-dire, on voit le récit tel qu'il est tissé dans l'écrit ici, mais à partir du moment où vous avez fait le montage, la mise en image et il y a eu des choix, j'imagine que vous avez dû faire de ce qui était gardé ou pas, etc. Est-ce que ça correspond à un abord de votre part personnelle, des sélections, même par rapport à vos souvenirs, par rapport à comment vous l'avez juste fait le montage? C'est un accord. Est-ce que vous avez tenté de vraiment, juste suivre en fait la vision qui était écrite? Alors, oui, j'ai suivi le scénario. Si on imagine que c'est un film de fiction, j'ai suivi le scénario et après, une fois que les images étaient tournées, j'ai fait un montage mieux la même de servir le scénario. Bon, là, c'est un cas particulier. Le scénario, c'est un texte qui fait la chronologie, mais tout le montage est une question de choix. Et c'est là où le travail de réalisateur intervient. Je ne parle pas pour moi, mais d'une manière générale. C'est là où une manière de faire. Merci. Est-ce qu'il y a une question à poser? Voilà, parce que le micro est là, après on passera de côté. Oui, merci aussi d'être là. Sauf erreur, Madame Ernaux, vos enfants sont très peu présents dans vos livres en tant que sujet de vos livres. Pour quelle raison? Et est-ce que je Vous n'avez pas de micro? Sauf erreur, vos enfants sont peu présents dans votre œuvre, en tant que sujet de votre œuvre, et je voulais savoir pour quelle raison. Mes enfants dans mon œuvre, comment vous expliquer? Quand j'écris un livre, je suis un désir, je creuse une situation et effectivement, je ne cherche pas à mettre tout le monde dans le livre. Je signale tout de même que j'évoque rarement d'une manière précise des individus qui représentent, c'est plutôt à travers quelqu'un de connu, à travers mes parents par exemple, c'est autre chose que je vois, c'est autre chose que
j'essaie de l'écrire. Et par exemple, je parle dans un de mes livres, un des premiers, qui s'appelle La femme gelée. Si, je parle d'enfants, à partir évidemment du mien à l'époque, puisque je n'ai qu'un enfant à ce moment-là, mais c'est d'une manière assez générale tout de même. Alors je me demande si vous ne me posez pas cette question parce que je suis une femme. Non, je ne sais pas, mais là, moi-même, je pourrais avoir des réflexes de cet ordre-là, si vous voulez. Mais comme cette question des enfants m'a été souvent posée dans d'autres occasions, en me disant, mais qu'en pensez-vous aux enfants de ce que vous écrivez? Voilà, je suis toujours un petit peu sur le qui-vive lorsqu'on me parle de mes enfants dans mes livres, si vous voulez. Voilà. Alors là, c'est bien présent. Voilà. Une question au balcon. Oui, il y a une question au balcon. On ne vous voit pas, mais par l'entrée du micro et on vous entendra. Dans vos livres, vous cherchez à sauver le passé, à sauver des souvenirs. Là, quand on voit le film, on voit à quel point les images, la photographie, le cinéma fait ça très très bien. En fait, de sauver des choses qui ont disparu pour toujours. Comment vous pourriez comparer ce que vous faites dans l'écriture, dans les livres, et la puissance de ces images en termes de souvenirs? C'est l'écriture et là, c'est très différent, c'est vraiment très différent d'un livre pour moi, si on compare avec, par exemple, Les années, le livre, parce que à ce moment-là, je suis dans une position où, avec ma mémoire, je laisse le livre avoir tous les souvenirs à la fois personnels et les souvenirs qui élargissent en quelque sorte le spectre de ma mémoire, alors que là, j'étais soumise, je suis obligée de partir d'images. Et je ne veux pas, j'ai beaucoup moins de liberté. C'était un exercice contraignant pour moi et en même temps très stimulant aussi. Très stimulant, qui me portait à faire quelque chose au fond que je n'avais jamais fait. Et je ne savais absolument pas quel résultat il y avait de ce texte que j'ai écrit, mais que j'ai écrit comme un texte, c'est-à-dire qu'il se suivait. Il n'y avait pas, ce n'était pas image par image, c'est un texte, comme j'ai dit des années, le livre, un texte puissant, afin de réunir au fond ce qui est un ensemble d'images, avec ce que ça peut supposer de pointillisme. Il fallait que le texte, au fond, soit au-dessus, c'est-à-dire que je donne ce que j'appelle la profondeur du temps. Et je ne sais pas, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ma question, elle prolonge un petit peu celle qui vient d'être posée. Dans toute votre œuvre, vous avez documenté votre vie. Et là, encore une fois, vous documentez votre vie, mais d'une autre façon, par la vidéo. Est-ce que cette mise à nu, elle est plus intime, elle est plus difficile, celle des images, que celle de l'écriture? Est-ce que, si vous voulez, la vidéo, vous aviez l'impression que la vidéo, c'était plus difficile de livrer cette intimité en images que celle que vous livrez par l'écriture? Ah oui, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. J'ai pu transgresser, en fait, quelque chose qui est... quelque chose qui est chez moi de partir d'images mentales. Non pas du tout d'images réelles,
sauf si je fais une sorte de documentarisation du présent avec des journaux estimes, mais là, j'avais plus, si vous voulez, en termes de degrés, j'ai quand même plus l'impression d'avoir livré quelque chose de ma vie, de mes proches, dans les films, beaucoup plus que dans les livres. Donc, je dirais que personne dans les livres, je ne peux pas dire autant dans les films, ça, absolument pas. Donc, c'est une grande différence entre l'image et la phrase, bien sûr. Oui, il y a des questions là. Benjamin, si tu nous entends, est-ce que tu peux baisser un peu la lumière? C'est un peu compliqué. Voilà. Merci. Bonsoir. Ce film, est dédié, si je ne me trompe, à vos petits-enfants. Comme si vous cherchiez à leur conter une histoire qui les précède et qui les concerne aussi. Je me demandais si vous, par le discours de vos parents et de votre famille, vous avez eu quelqu'un qui vous avait également passé certaines informations, certains sentiments sur l'histoire familiale, sur ce qui constitue votre base finalement, sur laquelle vous vous êtes construite, où votre famille s'est construite. Oui. Oui, pardon. Je répète une fois, je t'entends très bien. En même temps, ce sera la même sonorisation. Je parle beaucoup plus fort, donc. Ouais, voilà. Ok. Ce film est dédié à vos petits-enfants, Annie. Et je me demandais si vous aviez eu, parmi vos parents ou vos grands-parents, enfin des gens de votre famille, qui avaient pu, comme vous le faites avec vos petits-enfants de cette manière-là, vous passer d'une autre façon une histoire familiale qui a constitué sur laquelle on se construit beaucoup quand même quand on est enfant. Alors, premièrement, je n'ai pas l'impression de l'avoir dédié à mes petits-enfants particulièrement. Je suis désolée, mais... C'était écrit à la fin du film. Mais réellement, je vais dire que quand j'ai fait le test, je n'ai pas du tout pensé particulièrement à mes petits-enfants. J'ai pensé à écrire un texte, voilà. Et alors, l'autre chose, c'est, vous évoquez donc les grands-parents, c'est une histoire de transmission, c'est ça? Ah, de famille. Alors, je dois dire que la transmission familiale de grands-parents, alors les grands-parents, pratiquement, je n'ai eu qu'une grand-mère qui est décédée lorsque j'avais 12 ans. Donc la transmission directe de mes grands-parents à moi, elle est pratiquement nulle. En revanche, la transmission s'est beaucoup faite par mes parents et par mes oncles et mes tantes. Alors comment se faisait? Beaucoup par des récits. Beaucoup par des récits qui étaient à la fois des récits collectifs, c'est-à-dire en premier la guerre 14. Donc dans mon enfance, j'ai beaucoup entendu parler de la guerre 14. Ensuite, bien entendu, de la Deuxième Guerre mondiale, qui a occupé pendant des années les conversations. Et puis, il y avait aussi la vie quotidienne, la vie. J'ai un héritage très, très clair, un héritage de pauvreté, c'est-à-dire de raconter la pauvreté, de dire on mangeait jamais de viande, tout était vraiment précis, cet héritage et de travail. Et tout cela est quelque chose qui m'a quelque chose sanctionné, d'entendre ces mémoires. Et je pense que maintenant, c'est effectivement, je pense que quelque chose a été
transformé à partir des années, c'est le monde moderne qui a aussi séparé les années qui font qu'il n'y a plus de grandes tablées où on raconte l'histoire. Je crois que la transmission de la mémoire est effectivement très différente. Mais avec ce film, je crois qu'on a apporté quelque chose qui même donne des idées aux gens qui ont des archives Super 8 de films. C'est de construire là, à partir de ça, une forme de transmission de mémoire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que vous désirez. Si la transmission dans ce film, c'est donc la mémoire des luttes qu'il pouvait y avoir dans les années 70, que ce soit les luttes sociales ou les luttes féministes. Et aujourd'hui, quand je vais présenter le film en avant-première dans des salles, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont là. Et s'il y a une transmission, et je pense qu'elle est là. C'est-à-dire de dire, voilà, c'est comme ça qu'on luttait dans les années 70, c'est comme ça qu'on prenait conscience de ce qui se passait. Ça existait déjà, peut-être les problèmes que vous vivez. Continuez, quoi. Voilà, on raconte les luttes et il faut. Ça travaille, ça travaille. Oui, il y a une question au fond, allez-y. On ne voit pas parler près du micro, merci. Oui, bonsoir. Il y a une personne qui tient la caméra dans ce film qui est toujours désignée par son nom. Et je voulais savoir, sans présenter ma réponse dans ma question, pourquoi vous avez désigné de cette manière-là votre mari à l'époque? C'est assez naturellement que je l'ai appelé par son nom parce que c'est. Je pense que dans les années 70, début 80, la personne avec qui on avait vécu mais avec qui on ne vivait plus, c'était une histoire qui était fermée en quelque sorte et de lui redonner son nom. En fait, je ne me suis vraiment pas posé la question. Peut-être que dans une conversation personnelle, j'emploie encore ce terme mon mari, mais d'une certaine manière le donner à voir, enfin, même si on le voit très peu, mais disons c'est celui qui a filmé, j'avais parlé de lui, et voilà, je n'avais pas le désir de le présenter autrement qu'avec son nom, qui est d'ailleurs le mien, que j'ai pris et que j'ai conservé. En fait, je ne sais pas pourquoi vous et d'autres personnes me font cette remarque. Voilà. Je peux passer à une autre question, Belcon, s'il y en a. Au Belcon, une question. Merci. Alors, les clés du micro, je répète toujours la même chose, mais c'est important pour nous pour qu'on entende bien la question. Oui, bonsoir, madame. Alors, là, vous ne parlez pas près du micro. Oui, bonsoir. En fait, je tenais à vous dire que par rapport au film, on retrouve pas mal de thématiques, notamment concernant votre livre, la mémoire d'une fille, la femme aussi, et je trouve que les thématiques souvent qu'on trouve, c'est la méritocratie, le travail, l'école, et comme vous êtes un modèle de transclasse, et aussi de tout ce qui est engagement en fait de femmes, et je trouve que ça se retrouve en fait aussi, et au niveau des sous-entendus, la place en fait de la femme qui est tout le temps derrière son mari.
et qui est souvent, entre guillemets, soumise par rapport à la société de son temps. Et ça, je pense que c'est important qu'on retrouve ça, en fait, dans ce film-là. On voit avant et maintenant. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est un commentaire, c'est pas une question. Voilà. Et je tenais aussi à vous féliciter pour votre prix Nobel en fait, de littérature. Et vous êtes un modèle pour nous toutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Alors, il y a une question au premier rang, au fond, et après, c'est pas au premier rang. Allez-y, si vous pouvez parler près du micro pour qu'on vous entende. Oui, je trouve que en voyant ce film ce soir, on retrouve toujours le même intérêt, le même talent, comment à partir de votre vie personnelle, vous réalisez une œuvre qui intéresse le collectif. Je retrouve exactement le même chemin entre vos écrits et les images de ce soir. C'est en parallèle et c'est tellement intéressant. Et voilà, ça nous touche beaucoup. Voilà, à partir de vos propres vies, et ça nous a inspiré aussi, toutes les femmes de ma génération, et puis celles qui viennent. Je vois à travers ma fille, par exemple, voilà, le même intérêt. C'est elle qui m'a fait découvrir votre œuvre quand elle était au collège. Et ensuite, j'ai tout lu de vous. Et cette année, j'étais tellement contente. Prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, j'avais tout lu. Un grand merci. J'ai une autre question à répondre. Bonsoir. Donc, moi j'ai une question qui s'adresse notamment à vous, David. Je voulais savoir comment vous aviez choisi les images et si vous aviez choisi d'écarter délibérément certaines images, des images que vous aviez laissées de côté. Et si Madame Ernaux a ensuite eu un regard sur votre montage et s'il y a eu des désaccords ou des discussions sur le choix des images. Alors, je réponds à la dernière. Non, il n'y avait pas de discussion sur les images. Le montage des images, c'est mon propre fait. Et donc, après, bien évidemment, ma mère a soumis différentes versions et des versions successives pour voir si tout allait bien, et tout allait bien. Donc, il n'y avait pas de commentaire particulier sur les images. Je n'ai pas du tout eu de commentaires, c'était pas mon travail. De même que David n'a pas eu de commentaires sur mon texte. En fait, c'est un film de tous les deux, mais on a travaillé chacun de notre côté. Et pour ce qui est du choix des images, il y avait une des questions qui m'a beaucoup animé, c'était, qui m'a animé, je le dis encore une fois, c'est avec le compteur, c'est quel statut pouvait avoir ce texte et les images qui sont et comment faire pour qu'il y ait un peu de jeu entre les images et le texte, parce que c'est entre le texte et les images que va se créer quelque chose qui s'appelle peut-être du cinéma. Et il y avait le risque que le commentaire vienne assécher l'image, la réduise à sa fonction de je prouve ce qui est dit, voilà, il y a le commentaire, et puis regardez, c'est vrai. Bon. Donc il a fallu travailler, mettre des points de friction, des écarts sur l'image, des jeux, pour que l'image vienne résonner, mais de différentes manières tout le long du film. Que ce soit parfois donc, simplement, voilà, on écrit, on voit un peu ce qu'il y a, mais aussi soit dans des moments où ce soit plus de la évoque une idée, parfois viennent légèrement apporter une nombre de friction
commentaires, qu'il y ait une petite dissonance, ou bien simplement viennent faire de l'émotion, ou bien scander aussi, par exemple, faire des effets de rythme par des petites groupes qu'on voit apparaître. Donc c'est tout le travail d'image à porter sur l'interaction avec la voix, de façon à amener un récit dans l'image et faire jaillir des moments importants. Après, c'est toujours de rentrer dans l'atelier même de la fabrication justifiée, il faudrait regarder le film par point, pourquoi. Il y a quand même quelques rares moments où on a l'impression que votre mère commente l'image, son propre portrait, quoi, où elle commente les pensées que semble avoir la jeune femme qui est à l'écran. Donc là, on a l'impression que le texte suit l'image, plutôt que l'image ne vient pas. À ce moment-là, vous voyez l'image de mère. On va prendre, je suis désolé, parce qu'il y a une autre séance à 21h30, on va prendre 2 questions et on va arrêter là. Donc il y a une question au balcon et une question par terre. Voilà. Et après, on s'est obligé de s'arrêter parce que ce serait dommage que les gens... Donc la question au balcon, on ne vous voit pas mais on vous entend, allez-y. Êtes-vous nostalgique? Qui ça pose la question? Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas d'envie, et donc je me demandais si c'était le cas pour vous deux, face à ces images. Écoutez, moi je n'éprouve absolument aucune nostalgie, d'une manière générale, par rapport aux éléments de la vie, à tout ce qui se passe. En revanche, je suis très très sensible au passage du temps, et c'est pourquoi j'essaye justement de le fixer d'une manière ou d'une autre. Mais ça n'est pas du tout, je n'ai pas de repère. La nostalgie, c'est de souffrir, de souffrir du passage du temps. En réalité, je n'en souffre pas. C'est ça qui peut paraître étrange, c'est que je le ressens, mais sans que ce soit une souffrance et un regret. Et je ne souhaitais pas du tout introduire la nostalgie dans ces images, mais faire ressentir qu'il s'agissait d'un autre temps à chaque fois, qu'il y avait d'autres façons de penser, qu'on ne connaissait pas l'avenir également, parce que c'est ça la question. À chaque image, on peut se dire qu'on ne connaît pas la suite. Et c'est là-dessus que le texte fonctionne, en fait. Et moi, je ne demande plus absolument aucune nostalgie, mais simplement parce que j'ai monté le texte au présent, je dirais. J'ai monté le film au présent. On m'a demandé aussi, oui, mais c'est votre intimité qui est dévoilée, on vous voit à 4 ans, à 11 ans, etc. Moi, je suis dans ce film, quand je dis que je l'ai monté au présent, il me parle de ma situation, moi, qui ai des enfants, qui suis père, qui suis en couple, et comment ça se gère, qu'est-ce qui se passe. Donc moi, quand je regardais ce film, si je cherchais quelqu'un qui me ressemble, c'était mon père, ma mère, là-dedans, je suis du côté des adultes. Le jeune garçon que je vois qui a 4 ans, pour moi, il m'a rappelé mon fils. C'est ça la question. Donc pas de nostalgie. La dernière question est là, Oui, bonjour. C'est une question pour Madame Arnaud. C'était pour savoir, maintenant, avec le prix Nobel qu'elle a eu cette année, avec tous les livres qu'elle a écrits, si elle avait maintenant la sensation d'un achèvement et la sensation d'avoir enfin vengé sa race. On n'a pas bien compris sur la... Madame Arnaud pensait qu'elle avait vengé sa race. Vraiment, Madame Arnaud, avez-vous vengé votre race? Alors, là, on peut pas dire que... Je ne ferais pas, avec ce film, un étendard de venger la race. C'est une description... disons qu'en introduisant ma mère dans le film, oui, je peux avoir un peu cette sensation de dire, écoutez, je suis heureuse que la femme dont j'ai parlé, qui est une ouvrière, qui a quitté l'école
Nicolas Dussan, eh bien, vous la voyez. Voilà, c'est cette femme, et voilà ce que je peux en dire. Mais disons que plus globalement, c'est mon travail d'écriture qui peut être mis sous, non pas la réalisation, mais sous le désir de Clémence. La réalisation, hélas, je ne peux pas en décider. Mais disons que j'ai écrit ce que, dans ce désir-là, Alors, ce sera le mot de la fin de cette séance.